Ben, bonsoir Benoît. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut. On a Benoît avec nous actuellement, Benoît Huot qui est éditeur chez Glénat. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir, Benoît. C'est aussi un plaisir pour moi. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement? On sait que tu es éditeur chez Glénat, mais depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton métier? D'accord, ok. Alors, donc effectivement, je suis éditeur chez Glénat. Ça fait, ça va faire à peu près 14 ans en octobre que je serai chez Glénat, et ça fait du coup à peu près un peu plus de 22 ans que je suis éditeur de manga. Et schématiquement, le rôle d'un éditeur consiste à coordonner les différents intervenants pour qu'une fois que le titre est mis au planning par rapport à une date de sortie, l'ensemble des intervenants puissent travailler sereinement et faire en sorte que le livre puisse sortir à l'heure. Voilà, donc c'est grâce à ce monsieur que vous voyez plein de mangas arriver, entre autres bien sûr, plein de mangas arriver chez Glénat, et surtout du coup Burn the Witch qui est sorti ce mercredi dans toutes les librairies en France, et c'est le grand retour de Kubo. C'est le grand retour de Kubo en France, au Japon aussi, il y a quelques semaines, quelques mois de cela maintenant, et on est là justement pour en parler. Alors on va d'abord tranquillement un petit peu peut-être aborder, on peut aborder Kubo d'abord, sa carrière, Tite Kubo. Il a commencé avec des petits mangas avant Bleach, il me semble. C'est là. Ouais, bah alors c'est un peu particulier. En gros, Tite Kubo, pour remplacer, n'a fait en grosse série que Bleach. On fait partie de ces auteurs. D'ailleurs, cette génération d'auteurs, hein, si vous regardez bien, c'est un peu la même chose pour Naruto, c'est la même chose pour One Piece. C'est des mecs qui ont pété un peu avec leur premier manga. Mais avant ça, il a fait notamment Zombie Powder, qui est d'ailleurs sorti en France, chez Tonkam, dans le Jump. C'était année 2000, 99-2000. Juste avant Bleach, ouais. Ça. Ouais. Ça a pas Juste trop avant marché Bleach. dans le Jump, hein. Ouais, non. C'était considéré un peu trop bizarre. Et du coup, bon bah, vous connaissez le Jump, hein. On arrête. Et derrière, du coup, Monsieur Kubo prend sa retraite un peu et se revient avec une nouvelle série que je pense que vous avez tous eu un peu l'occasion de lire, de voir. Bleach. Donc c'est un mec qui a réussi en fait assez rapidement, mine de rien, qui a pété assez vite et assez fort pour le coup. Mais Bleach, c'était pas gagné d'ailleurs. Bleach, la parution de Bleach, c'est un peu compliqué au début. Ouais, alors déjà d'abord, avant d'arriver à Bleach tout de suite, on va d'abord rappeler que Tite Kubo, c'est un pseudonyme à la base aussi. C'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Noriaki Kubo. Donc ça, c'est vrai que peu de gens finalement le savent. Donc c'est bien de le rappeler. Il est originaire d'Hiroshima et il est né du coup le 26 juin 1977. Et comme tu l'as dit, il a commencé finalement dans le manga avec Zombie Powder, mais très rapidement, il va passer à Bleach, qui a été un gros succès par la suite, mais au début, c'était peut-être pas si facile que ça, Zéla. Ouais, au début, alors qu'on m'arrête, hein, c'est l'anecdote que je tiens d'il y a un petit peu de temps. Ouais. C'était Bleach, en fait, le Jump, on voulait pas. C'était un peu compliqué, et en fait, non. C'est après que justement Zombie Powder soit arrêté, Bleach, Kubo trouvait pas trop son chemin, machin. Et il y a un certain monsieur qui lui aurait fait un petit coup de pouce à l'époque, un certain Akira Toriyama. Ce qui, on a vu pire quoi, comme coup de pouce, qui derrière du coup permet un peu de débloquer tout ça. Alors certaines versions disent que c'est Bleach qui rentrait pas trop à l'époque dans le Jump, et c'est Toriyama qui dit non, regardez, en vrai c'est sympa, et du coup c'est passé. D'autres disent que c'est Kubo qui était un peu en peine créative, mais Toriyama est bien aimé Zombie Powder, et donc je lui ai envoyé une petite lettre pour l'encourager. C'est un peu fou à ce niveau-là, mais en tout cas, Toriyama donc qui est venu un peu, en tout cas, remonter le moral de l'auteur, et derrière, bah, ça pète. Kubo, Bleach, et derrière, ça dure pendant un bon moment. Un bon moment, parce qu'il y a clairement beaucoup de tomes. Est-ce que en France, comment ça s'est passé un petit peu l'acquisition de Bleach à l'époque? Je sais pas si ça fait combien d'années que du coup Bleach c'est en France? Alors Bleach, non, j'étais pas chez Glénat. Pour être tout à fait exact, quand je suis arrivé chez Glénat, Bleach, on en était à peu près au tome 23-25. Donc la série était déjà en cours. Donc j'ai plus la date de sortie du premier volume en France, mais du coup, si on part du principe qu'on en était au tome 25, elle devait être donc elle a dû sortir à peu près en 2002-2003 à la louche. Vu qu'on était sur un principe d'un tome tous les 2 mois. Donc juillet 2003. Ouais. Oh bah ça va.
Je me suis pas trop planté. Donc, au niveau de l'acquisition des droits, ce qu'il faut bien voir, c'est que à l'époque, on avait bien évidemment un certain nombre d'éditeurs de manga qui étaient installés, mais ils n'étaient pas aussi foisonnants que maintenant. Et donc, bien évidemment, il y avait différents éditeurs qui avaient fait des propositions sur différents titres. Et il s'est avéré que Shueisha, l'ayant droit de Bleach, a décidé, compte tenu justement du travail de confiance qui était mené par Elena sur d'autres séries emblématiques du Jump, de leur confier justement cette série. Et ça permettait aussi justement d'ouvrir, on va dire, un autre pan narratif au niveau des intrigues, puisque le traitement de Bleach, comme tu le disais tout à l'heure, rentre à la fois dans le principe du Jump en tant que shonen, mais présente un univers qui est totalement différent, puisqu'on n'est plus forcément dans du récit d'aventure ou d'exploration, mais beaucoup plus, on va dire, avec des principes d'autres mondes, d'au-delà, etc. Et ça c'était une réelle fraîcheur en termes de propositions à l'époque. Ok, super. Et du coup, pourquoi Bleach et pas forcément peut-être un autre titre? C'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de titres qui faisaient parler d'eux à l'époque, mais pourquoi Bleach et pas forcément un autre? Pourquoi Bleach à l'époque? C'est parce qu'effectivement, ce qui est quand même extrêmement marquant du point de vue de Taito Kubo, c'est qu'on a vraiment un artiste d'un point de vue graphique. C'est-à-dire que on a tous les codes du manga, c'est évident, mais lorsqu'on lit Bleach, en fait, on lit extrêmement vite, et des fois, on a un peu l'impression de l'avoir lu trop vite pour un manga, en se disant c'est dommage, il y a des mangas où je passe plein de temps, et quand je lis un Bleach, en fait, je passe pas suffisamment de temps. Et en fait, ce sentiment, ça veut pas dire que justement Bleach est trop rapide à lire, ça veut dire que le travail de l'auteur est tellement bon qu'en fait la lecture en est extrêmement fluide et que du coup c'est un page turner et qu'on dévore toutes les pages. Et c'est pour ça aussi que Bleach est effectivement intéressant à ce moment-là, puisque non seulement il proposait une œuvre totalement différente par son univers, mais un traitement graphique extrêmement novateur, qui faisait que on pouvait pas dire si j'achète du Bleach, c'est comme si j'achetais un autre manga, tous les personnages se ressemblent, etc. Non, pas du tout. Il y avait vraiment un traitement, et c'était ça justement qui a fait que le titre a pu bien évidemment trouver son public. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il y a un gros travail de Kubo sur la mise en scène et sa mise en page, même le découpage, tout ça. J'aime beaucoup ce genre d'artistes qui arrivent à transmettre leur narration, leur message, sans pour autant inonder leur page de dialogue, de bulles. Et là, pour le coup, Bleach, et même on le retrouve aussi sur Born the Witch, c'est sa marque de fabrique. C'est super fluide à lire, et c'est même pas une question de c'est rapide à lire, ok, c'est cool. Non, c'est vraiment l'efficacité de lecture, en fait, tout simplement. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Un tome de Bleach, c'est vrai que maintenant que j'y pense, un tome de Bleach, généralement, tu le lis très très rapidement. Tu vois. Ouais. C'est des souvenirs que j'ai de Bleach, ça s'enchaîne super bien, super rapidement. Et c'est quoi un petit peu votre avis sur Bleach à vous dans la team? Est-ce que vous avez, c'est un nouveau manga que vous aimez bien, ou comment ça s'est passé pour vous, vos lectures? Je sais pas si Kai t'en penses quoi de Bleach un petit peu? Moi, Bleach, c'est pas à l'image de Naruto ou de One Piece où j'ai suivi en même temps que tout le monde, c'est que j'ai commencé ça un peu avec l'animé qui passait à la télé, et j'ai beaucoup aimé, et c'est par la suite, après une longue pause, que j'ai repris avec le manga, que comme vous l'avez dit, je rejoins totalement votre avis là-dessus, c'est que ça se lit extrêmement vite, et j'ai rattrapé ça extrêmement rapidement. Et ouais, au final, c'est peut-être pas le manga du Jump de la grosse période du Big Three, comme on aime l'appeler, mais ma préférée, mais c'est vraiment un manga que j'ai pas mal apprécié suivre, au moins jusqu'à sa fin, et que j'en ai tiré quand même un bon plaisir, en tout cas. C'est vrai que tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est le fameux Big Three de l'époque. Les gens aiment bien citer du coup One Piece, Naruto et Bleach. Donc c'est clairement un manga qui a quand même marqué son époque, qui a marqué notre génération beaucoup. C'est les années fin 2000, quoi, il y a quasiment 2000. Donc c'est clairement notre génération, on était en plein dedans. Bleach, pour moi, c'est un manga qui a quand même marqué plutôt ma vie. C'est un de mes premiers mangas, un des premiers mangas que j'ai vraiment suivi. J'ai découvert l'animé comme toi, Kai, à l'époque, animé par le studio Pierrot, qui passait à la télévision. J'ai enchaîné avec le manga, et c'est vrai que le manga a des qualités, notamment bien sûr le chara-design de Kubo, qui est, je pense, qui est son point fort, au-delà de tout. Chaque personnage a des spécificités, aucun se ressemble vraiment, il a un propre style, vraiment. Il n'y a pas de deux Kubo, tu vois. Il y a clairement pas de deux Kubo, et même, je dirais même qu'il y a eu des petits Kubo derrière aussi. On en parlera après, si vous voulez, de l'héritage un petit peu de Bleach. Mais c'est clair que Bleach, par son chara-design et aussi par sa méthode de narration,
je trouve que là où pour One Piece ou Naruto ou tous les autres gros Neketsu de l'époque, la narration se faisait beaucoup dans l'histoire pure, là où Kubo, il est très dans... Il y a pas... Le scénario n'est pas très complexe. Voilà, le scénario n'est généralement pas très complexe. Par contre, il est très fort pour développer ses personnages. Il y a toujours... Chaque personnage a un développement, a un background, a quelque chose. Et c'est par les personnages que l'histoire se fait finalement, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je trouve Bleach très intéressant à ce niveau-là. Donc Zéla, est-ce que tu as un petit avis sur Bleach? Moi, c'est un peu particulier. Moi aussi, j'ai découvert l'anime. J'étais en fait à un moment, j'étais au début du collège. J'ai passé un mois à l'hôpital, en fait. Du coup, je me faisais super chier. Et en fait, genre, je me suis retrouvé en fait avec les DVD de Bleach. Et du coup, j'ai bouffé les 2 saisons non-stop. Du coup, je faisais que ça de la journée, vu que j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Et j'ai trouvé ça ultra bien. Genre vraiment, j'étais à fond. Et en fait, j'avais pas la suite. Et la suite, je l'ai jamais mis la main dessus. Après, le manga, j'avais à ce moment-là, j'achetais d'autres trucs et tout. Et du coup, en fait, Bleach a disparu complètement de mon esprit. J'ai acheté, ah ouais, Bleach, c'est cool. J'aime bien le début. Et c'est tout. Et c'est cet été ou l'été dernier, dans cet été, que j'ai remis un peu le nez dans Bleach. Faut que je continue d'ailleurs. Je suis au tome 30, quoi. Et moi, pour le coup, moi qui ai grandi sans le fameux Big Three, là, j'ai grandi sans lire One Piece, Naruto et Bleach. Vraiment, je comprends sa place, en fait. Il mérite largement sa place avec ces deux-là, même si certains sont pas toujours d'accord avec ça, j'ai l'impression. C'est, je trouve, en termes de dessin, de chara design, d'ambiance, le mec a tellement d'influence, en fait, dans ce qu'il fait. Je trouve que c'est juste génial. J'adore le petit univers qu'il a créé, en fait, le fait que beaucoup de l'histoire se déroule dans sa petite ville. En même temps, on sait pas grand-chose. On voit quand même constamment des paysages qui se répètent un peu, qui reviennent. Je pense au parc, la rue devant la maison d'Ichigo et tout, qui reviennent quand même assez régulièrement. Qui font qu'en fait, t'es vraiment immergé dans le truc et t'as l'impression de vivre comme ça avec les personnages. Moi, j'ai trouvé ça génial et j'ai très hâte de continuer d'ailleurs. Moi, sur le point où je vous rejoins sur les chara design, c'est que bon, il y a beaucoup d'auteurs et de mangas qui sont des très bons chara design, mais c'est plus un effet de style limite pour certains. Alors que là, où Kubo, quand je vois un nouveau personnage que je connais pas, je vois il a de la gueule, mais surtout je sens qu'il a une histoire à me raconter. Et c'est ça que j'aime bien dans Bleach. Et pour moi, c'est le gros point phare aussi, c'est les personnages, au-delà de l'action bien sûr. Après, c'est vrai que niveau structure narrative, on va dire que ça se répète assez souvent. Mais moi, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien foutu en termes de pur divertissement que moi, ça a été un gros coup de cœur, Bleach, et c'est encore un de mes mangas préférés à l'heure actuelle. Donc peut-être l'arc final où il y a un gros problème de rythme pour moi, où parfois c'est un peu long, après c'est rushé, surtout le combat final. Enfin, il y a juste ça pour moi qui fait tâche avec Bleach, et encore, on verra avec l'anime, on va en parler, je pense aussi, l'anime qui arrive, je pense qu'il va pouvoir corriger ces problèmes de rythme aussi. Donc pour moi, Bleach, c'est sûr et certain, je vous rejoins. Moi, je le place même devant Naruto, parmi dans le Big Tree. Donc One Piece, ça reste au-dessus pour moi. Mais Bleach, moi, ça m'a plus marqué, par exemple. Et alors on remercie Sébastien Abdelhamid qui se fait un petit sub sur la chaîne. Merci beaucoup Abdel. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la deuxième partie de Bleach, moi je dirais le dernier arc, même la deuxième partie de Bleach, c'est-à-dire après l'arc Arrancar, Aizen, etc. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu la saveur de ce que faisait Bleach à l'époque. Moi je suis un très grand fan de l'arc Soul Society, qui est le premier gros arc du manga que j'adore. C'est tout un arc de sauver son ami Rukia, qui est un passage aussi que j'aime beaucoup. Là où peut-être le deuxième arc, qui est aussi très très bon pour plein de raisons, c'était aussi un petit peu une redite un peu du premier arc, où tu allais sauver encore une fille, Orihime cette fois-ci, dans un autre avec lieu. Un peu plus de longueur. Un peu plus de longueur. Moi j'étais quand même dedans avec les Arrancar et tout là, c'est bon, les Vaisar. Il m'a eu moi, c'est trop. En vrai ça marchait bien. Aizen qui est un méchant charismatique, je pense que beaucoup retiennent parmi les top méchants ever. Voilà, c'était un des gros retournements de situation à la fin du premier arc. Et c'est vrai qu'il y a vraiment la force de Bleach pour moi, c'est les personnages et le nombre de personnages qu'il y a. Vraiment, c'est dément, je trouve. Tu peux te retrouver. Et pourtant, chaque personnage, tu reconnais. Genre, à chaque fois, je me rappelle de tous les pseudos, de tous les prénoms. Tu les oublies pas. Exactement. Ce qui n'est pas le cas pour tous les mangas. Hein. La preuve, il n'y a pas si longtemps. One Piece, typiquement, il y a énormément de personnages. Et il y en a beaucoup qui sont marquants, mais pas autant, je trouve. Notamment parce que le chara design, parfois, va peut-être un peu se répéter ou quoi. Là où j'en suis, du moins, dans Bleach, t'as ce côté. Vraiment, en fait, les personnages. Il n'y a pas de personnage qui sert à rien, en fait. Abdel, il y a beaucoup de personnages, mais il y en a.
Merci beaucoup. Merci Abdel, merci beaucoup. Mais moi j'ai une petite question pour toi Benoît. Tu disais tout à l'heure que Bleach du coup a trouvé son public assez rapidement. C'en est quoi en France? Comment ça s'est passé un peu en France la réaction du public? Que ce soit au début, bon peut-être tu disais que t'étais pas là au début, peut-être que je pense que tu as eu des échos. Oui, et globalement sur la durée, parce que c'est une série quand même très longue, Bleach. On est à quoi, 73 tomes si j'ai pas de 74 je crois. Je crois que 74. Ouais. Bon, on entre 70 et 80, ça c'est sûr. Ouais, c'est énorme. Alors, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'effectivement, c'est Bleach déjà pour la version française. Lorsque la série est sortie en France, on avait un certain nombre de volumes de décalage avec la version japonaise. Et donc forcément, la version japonaise, on était à peu près à un tome tous les 3 mois. Bleach en français, on était plutôt à un tome tous les 2 mois. Et ce qui fait que à un moment, alors ça a pris du temps, mais à un moment effectivement, on a quasi rattrapé la parution japonaise. Et je me souviens qu'on a eu des coups de téléphone de libraires qui nous ont dit ouais, faut sortir les All Bleach, faut sortir les All Bleach. Et là, on leur disait bah écoutez, on veut bien, mais ils sont pas sortis au Japon. Et est-ce que vous voulez que, genre, on rattrape la parution japonaise et qu'après, pendant 1 an, vous ayez plus rien parce que c'est ce qui risque de se produire? Ou est-ce que vous préférez justement qu'on temporise et qu'on garde un rythme, on va dire, un rythme d'épisodes, donc avec un tome tous les 3 mois ou tous les 4 mois, mais au moins vous en avez tout au long de l'année pour faire en sorte justement de continuer. Parce que c'est aussi ça on va dire la difficulté lorsqu'on a des séries qui sont en cours, c'est qu'une fois qu'on a rattrapé la parution japonaise, et ben soit cette série vous accroche énormément et du coup dès que le tome paraît, c'est bon, vous y allez, soit vous attendez, mais comme finalement le dernier tome que vous avez lu vous a pas si accroché que ça, vous continuez pas. Donc, toute la particularité justement d'une série aussi longue était de pouvoir maintenir un rythme de parution qui fasse en sorte que les lecteurs et les lectrices aient leur rendez-vous avec Bleach sans qu'on ait effectivement, on va dire, un sentiment de rupture. Après, ce qui est évident, ça c'est un phénomène qu'on constate sans aucun problème, c'est que à partir du moment où il y a une diffusion de l'animé sur des grands canaux comme la TNT, etc., mécaniquement, vous avez bien évidemment beaucoup plus de spectateurs qui s'y intéressent. Et comme vous avez énormément de spectateurs qui s'intéressent à l'animé, parmi ces spectateurs et spectatrices qui s'intéressent à l'animé, vous en avez une partie qui vont se dire « Ah, j'aimerais bien en savoir un peu plus parce que il y a telle partie du scénario qui est pas forcément suffisamment traitée dans l'animé ou au contraire qui traîne trop en longueur. » Et donc, à partir de là, qui se tourne vers le manga. Donc tout ça fait que justement la série Bleach, au début a commencé, on va dire, je dirais comme n'importe quel manga. Elle a fait son trou très rapidement par rapport justement à cette nouveauté que ça représentait. Et puis effectivement, vous disiez le premier arc, c'est juste Salmon Tury que bon, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas aimer, mais de base, si vous aimez, Et donc ensuite, ça s'est suivi. Et je rebondis aussi sur un point que vous disiez tout à l'heure, c'est à savoir que les intrigues, c'est un petit peu toujours la même chose. Moi, ce qui m'a marqué dans Bleach, c'est que en fait, donc après effectivement le premier arc, donc il y a toute la partie avec les Arrancars, mais dès les tomes 20-30, il est question justement de Aizen et de son grand plan qu'il veut pour prendre le pouvoir. Et en fait, on constate très rapidement que ce qui était, on va dire, on pensait que bon, ça y est, on avait résolu un mystère et puis on passait à autre chose. Et en fait, non, il faut attendre encore facile 25 à 30 tomes pour avoir justement ce principe-là. Et donc, effectivement, dans toute l'histoire, on est aspiré par les actions, les sauvetages, etc. Mais on a quand même une sorte de fil rouge qui intervient, qui fait qu'on se dit non, c'est pas simplement, on va dire, du dessin à la ligne pour rajouter des pages, mais il y a effectivement une intrigue. Avec après les problèmes qu'on peut éventuellement noter sur la fin du cycle. Est-ce que il y a juste une chose, il y a un arc qui est souvent décrit, on va dire principalement sur les réseaux, donc l'arc Full Boring. Mais moi celui-là je l'adore cet arc parce que justement il dénote un peu, je trouve, de ce qui a été fait avant en termes narratifs donc celui-là, en fait il y a des lecteurs qui se sont plaignés tout le long de Bleach des répétitions. Et quand il y a un arc qui apporte une réelle fraîcheur, c'est là où ils accrochent le moins. Donc finalement, cette répétition aussi dans Bleach, on l'aime, j'ai envie de dire aussi. En fait, elle est rassurante pour le lecteur. C'est-à-dire que ça l'amène pas à sortir de sa zone de confort. Et si ça se répète trop, on a l'impression d'un plagiat, donc on est déçu. Mais si on a une proposition créative qui est un petit peu trop innovante, là on a l'impression de plus retrouver la série qu'on a envie de lire. D'accord.
Et Bleach en France, en termes de succès, ça se situe à peu près où on sait que Naruto c'est un succès phénoménal en France, on sait que One Piece se vend super bien aussi. Donc quand on les compare un peu aux deux, est-ce qu'en France on était en tout cas à l'époque à ce calibre-là, un peu en dessous Non, Bleach est quand même en dessous. Alors je n'ai plus les chiffres réellement en tête, mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que effectivement une série comme One Piece, c'est une exception. Effectivement, elle plafonne, enfin, elle est au-dessus de tout. Je vous dis, j'ai plus les chiffres de Bleach, mais pour vous donner un ordre d'idée, One Piece en France, c'est à peu près 24 millions d'exemplaires vendus, tout volume confondu, au jour d'aujourd'hui. Dragon Ball en France, c'est dans mes souvenirs 20 ou 21 millions d'exemplaires. Voilà. Et Bleach, on en est encore bien en dessous. Donc j'ai plus les chiffres, donc je préfère pas vous donner date. Alors après, quand je dis on est bien en dessous, c'est quand même une série qui, justement parce qu'elle a fait 74 volumes, a également rencontré son public. Donc c'est une série effectivement qui était extrêmement demandée, et le simple fait, l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure, des libraires qui appelaient pour qu'on sorte le titre, ça prouvait bien que effectivement le lectorat était au rendez-vous pour cette série. Ok. Ça c'est. J'avais une vraie demande. Il y a beaucoup de séries comme ça où qui vont avoir un gros pic de popularité, mais qui vont pas le tenir forcément sur la durée, et qui d'ailleurs parfois vont devenir un peu un poids pour l'éditeur. Je pense à tristement Conan par exemple, où ça marchait extrêmement bien à une époque, c'était à la mode de ouf, et petit à petit c'est tombé un peu dans l'oubli, même si c'est un grand mot. Et Bleach, du coup, ça n'a pas été trop le cas. Il y avait une perte naturelle de lecteurs à chaque tome, parce que c'est comme ça, mais globalement il avait vraiment son public du début à la fin, quoi. Il y a jamais un moment où on s'est dit merde, faut sortir un tome de Bleach. Non, effectivement, c'était effectivement comme tu le dis, il y a un phénomène naturel d'érosion, parce que quand vous avez un lecteur ou une lectrice qui va en librairie qui fait bonjour, je voudrais commencer une série, si vous avez le libraire qui lui dit Bleach c'est trop bien, il y a combien de volumes? 60. Oups, j'ai pas forcément l'argent de poche qu'il faut. C'est clair. Voilà, faut pas aussi, même si un manga en tant que tel n'est pas forcément très cher, quand vous avez les lecteurs et lectrices qui calculent aussi par rapport à leur budget, donc le libraire a aussi parfois tendance à dire cette série est peut-être un peu moins bien, mais elle est aussi plus courte, donc finalement ce sera plus intéressant. Donc oui, on avait un phénomène d'érosion, mais en fait ce phénomène d'érosion était aussi contrebalancé, c'est-à-dire que en parallèle à ce phénomène naturel, nous mettions en place justement des opérations, notamment des opérations promotionnelles qu'on faisait dans tous les points de vente et les grandes surfaces, où genre par exemple pour 2 Bleach achetés, vous aviez un troisième Bleach offert, etc. Ce qui permettait justement de recruter, puisque ce qu'on sait, c'est que bien évidemment vous n'allez pas recruter un lecteur en lui proposant un tome 20 de Bleach, c'est surtout sur les premiers volumes. Donc ce qui est important, c'est de faire en sorte, un peu comme dans les séries télé, quand vous regardez les premiers épisodes d'une saison de série télé, vous avez le pilote qui est sympa, mais il s'arrête pas comme ça, il est prévu exprès pour que vous ayez la suite, et puis une fois que vous avez ferré 2, 3, 4 épisodes, là c'est bon, vous êtes parti, puis là ils peuvent on va dire y aller un peu plus mollo. C'était le même principe effectivement en termes de présentation. Le but était de faire découvrir Bleach à des nouveaux lecteurs, ce qui fait que ça permettait justement de limiter le phénomène d'érosion naturelle dont on parlait. Un point où je voulais revenir, sur lequel tu avais parlé tout à l'heure, à propos justement de comment le manga a été promu quand l'anime était diffusé sur une chaîne avec une large audience. Est-ce que un éditeur peut intervenir à un moment ou à un autre pour aider à pousser de quelle façon que ce soit l'anime justement à sa diffusion en France, notamment sur des chaînes grand public? Alors, c'est assez difficile. Enfin, je veux dire, à l'échelle d'un éditeur, c'est un petit peu difficile pour des raisons tout simplement, on va dire, d'organisation. C'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que donc au Japon, vous avez les différents ayants droit, et vous avez un ayant droit pour la version papier, qui est donc l'éditeur qui est Shueisha, et vous avez ensuite un ayant droit pour l'animé, qui est en général le studio qui l'a fait. Alors, bien évidemment, au Japon, le studio et l'éditeur japonais travaillent main dans la main, mais à partir du moment où on va dire ça va à l'étranger, c'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeur français, on n'a pas contacté le studio japonais pour dire ce serait bien qu'il y ait une version française de l'animé. Par contre, ce qui est certain, c'est que bien évidemment les personnes qui s'intéressent justement à la diffusion d'animé, donc à l'achat d'animé au Japon, regardent ce qui marche aussi en manga, puisque justement si la série marche déjà bien en version papier, il y a de très fortes chances qu'elle fonctionne également en version animée. Et à partir du moment où les droits sont acquis, on travaille effectivement main dans la main, parce que justement pour que les personnages soient les mêmes, etc., de sorte que la personne qui regarde l'animé et qui lise le manga
retrouve ses petits, et de la même manière que la personne qui lise le manga et qui regarde l'animé retrouve également ses petits. Donc c'est en ça, effectivement, on va dire qu'on soutient, entre guillemets, l'animé, c'est qu'on travaille main dans la main, et bien évidemment, après, il y a aussi tout simplement des partenariats avec des échanges. Quand l'animé est disponible, il y a des flyers qui sont distribués, etc. Okay, voilà. Donc, voilà. Non, je crois d'ailleurs Baldur's the Witch. Pardon ? On va parler de Baldur's the Witch. Ouais. Voilà. En tout cas, Bleach, succès mondial, on peut le dire. Premier gros succès, le gros succès de Tite Kubo à l'échelle du monde entier. Et voilà. Est-ce que vous voulez rajouter sur quelque chose sur Bleach ? On peut peut-être rajouter le fait que, c'est vrai que la série, on sentait que Tite Kubo, au fil du temps, se fatiguait un peu, qu'il était peut-être plus très heureux dans le système un peu hebdomadaire, le système japonais qui est très difficile du Weekly Shonen Jump, où c'est très compliqué de tenir un rythme, et on le sent plutôt pas mal. Les dessins de Bleach étaient incroyables en termes de car design. C'est vrai qu'on n'a pas, j'aime bien dire aussi qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de background un peu dans Bleach. C'est un peu le running gag que j'aime bien dire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fond dans Bleach. Là le où décor, tu veux dire. Ouais, d'accord. Oui, de fond, oui. Oui, non, mais tu sais que c'est pas du fond. Du fond de l'histoire. C'est ça. Pour qu'on soit clair. Mais néanmoins, ça reste un manga avec plein de qualités qu'on vous recommande bien sûr vivement. On peut maintenant parler un peu de l'après Bleach et son héritage un peu, ce qu'il a laissé derrière lui, parce que c'est un manga quand même assez connu, assez lu, que ce soit en France, dans le monde, mais surtout au Japon, et des petits lecteurs qui sont aujourd'hui potentiellement aussi devenus des auteurs. Et on l'a vu très récemment, par exemple, avec Gege Akutami, qui est l'auteur de Jujutsu Kaisen. Il y a eu une interview récemment avec lui et Tite Kubo, et de toute façon, on sentait déjà dans le manga qu'il y avait une très grosse inspiration de Bleach, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit dans certains personnages, dans certaines dizaines de personnages, dans l'histoire même. Il y a plein de similitudes avec Bleach. Donc c'est quoi un petit peu ce que laisse Bleach finalement aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est, Xela ? Ce que laisse Bleach, comme tu disais, déjà c'est des mangas du Big Three, donc forcément ça a eu un impact générationnel chez nous, évidemment, mais au Japon encore plus, bien plus. Et évidemment, il y a Gege Akutami que tu cites, qui est un énorme fan de Bleach, mais aussi, je pense que c'est un des auteurs qui a peut-être un peu amorcé ce changement dans la manière de faire du jump qu'on a pu remarquer à plusieurs reprises. C'est-à-dire que Kubo, sur la fin de sa carrière, tu le disais, il est mal en point. Il n'est pas poussé dehors, mais en même temps, ça fonctionne plus aussi bien qu'avant. Enfin, il y a pas mal de trucs qui font que ses rapports avec le jump sont pas exceptionnels. Et au final, c'est un de ces auteurs qui a été un peu tué par le jump. Que ce soit d'un point de vue artistique ou même d'un point de vue physique, le mec était vraiment pas bien. Et c'est, je pense, le fait que Bleach comme ça soit terminé, que les fans aient eu un peu cette impression que la fin était pas forcément leur goût, était pas forcément aussi soignée que ce qu'elle aurait pu être. Je pense que c'est un de ces trucs-là qui a fait qu'aujourd'hui dans le Jump, on a par exemple Demon Slayer qui a eu le droit de se terminer. Là où je pense que c'était pas ça aurait pas été le cas il y a 10 ans, ou il y a 15 ans encore moins. On aurait, comment elle s'appelle, Gotoge, on leur a très bon, on lui a dit non, tu vas nous faire 50 tomes au moins. Alors que là, pas du tout. Et je pense que c'est justement dû à ces auteurs-là, des auteurs qui ont quand même un impact, qui ont une aura, qui sont reconnus comme de grands auteurs, comme de grands dessinateurs, qui ont exprimé peut-être ce côté un peu ça suffit. On n'est pas du bétail. Il faut aussi respecter l'être humain derrière. D'ailleurs, il le dit dans le petit commentaire qu'il met au premier début du tome de Burn the Witch, c'est pendant des années, j'ai rêvé d'une existence où je pourrais dessiner des mangas à mon rythme. C'est son rêve, je pense déjà. Je pense que c'est le rêve de tous les mangaka du Jump actuellement. Aujourd'hui, je suis en train de le vivre, c'est le top du top. Donc ouais, il le vit. Mais je pensais qu'on ne reverrait jamais Kubo. Hein. En vrai, parce que t'as dit, c'est son manga, c'est son grand manga, et je pensais que ce serait un peu son seul grand manga, parce que le mec était essoré par le système éditorial, et finalement il revient en posant des conditions, quoi. Donc je pense qu'il y a un impact vraiment au niveau du monde de l'édition, au-delà même des jeunes auteurs. Je pense que il fait partie de ces gens qui ont pu changer en fait la donne, et qui fait que aujourd'hui on est peut-être des auteurs en un peu meilleure santé. Ouais, moi je te rejoins totalement, et c'est au-delà de parler d'un point de vue artistique, parce que c'est évident que c'est un grand auteur qui a marqué sa génération, ses lecteurs, et qui maintenant s'en inspire. Mais c'est surtout dans la manière de protéger les auteurs du Jump maintenant. Même au-delà de parler des fans des mangas,
la tendance ne va plus aux séries fleuves, j'ai envie de dire. Voilà, t'as Demon Slayer qui se finit tôt, t'as Assassination Classroom qui est un gros succès, même si c'est pas vraiment un Neketsu, qui se finit assez tôt. En gros, tous les gros succès, ils arrivent à avoir des fins en une vingtaine de tomes, quoi. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait d'avoir des pauses un peu plus régulières pour les chapitres dans le Jump. Et les auteurs, voilà, c'est un chapitre chaque semaine. C'est très éprouvant, surtout quand tu fais ça sur des dizaines d'années, voilà, sur une aussi longue série. Et ben là, par exemple, je pense à des auteurs comme justement Gege Akutami. Avec Jujutsu Kaisen, il a déjà des pauses, alors que voilà, il est quand même au début de sa carrière et de plus en plus souvent il peut prendre une pause. La dessinatrice de The Promised Neverland, c'était aussi pareil. Elle avait régulièrement des pauses et au final, on se rend compte que il a aussi peut-être, c'est peut-être aussi le précurseur de ça, enfin suite à la fin de Bleach et comment il a été traité et tout. C'est que même si un auteur il a pas encore une énorme réputation, aujourd'hui dans le Jump, il va pouvoir prendre une pause au moins de temps en temps, tu vois. Alors que c'était pas forcément le cas il y a quelques années, par exemple. J'apporte juste une toute petite précision parce qu'effectivement, tu dis que c'est extrêmement difficile de rendre un chapitre par semaine dans le Jump, et c'est tout à fait vrai. Un chapitre, ça fait 20 pages. Je veux dire, les mangaka ont quand même au moins une journée pour se reposer et vivre en famille, donc ça veut dire qu'ils ont grosso modo 6 jours et plutôt 5 pour faire 20 pages. Donc ça veut juste dire que, juste d'un point de vue, on va dire, mécanique de production, ils doivent quand même tomber 3 planches complètes par jour. Et c'est en ce sens qu'effectivement, c'est un rythme qui est extrêmement difficile à soutenir. C'est que justement, en fait, ils peuvent pas vraiment se dire bon allez là mollo et puis après je carburerai, parce que justement le nombre de pages qu'ils doivent rendre pour tenir dans le chapitre de Jump est en lui-même conséquent. C'est un travail constant, c'est pas juste c'est à l'usure en fait que ça finit par éprouver les auteurs. C'est pas juste sur une période, c'est vraiment tout le temps, constamment, quoi. Et ça se sent souvent dans la qualité après de l'histoire et de l'œuvre. Donc voilà, en tout cas, Bleach, très gros succès. Ça s'est terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après? On a l'adaptation animée qui était déjà arrêtée qui est déjà aussi arrêtée depuis un petit moment, qui a été annoncée du coup pour une saison finale aussi, pour conclure le manga quand même en animé. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore vraiment d'image, mais on sait que ça existe, ça arrive. D'ailleurs, l'animé, bon, on peut en parler rapidement, même si c'est pas trop le sujet du soir. Mais adaptation animée quand même assez moyenne, beaucoup de fillers, beaucoup de. En termes d'animation, c'est pas. Voilà, Studio Pierrot, c'était de la production de masse à l'époque surtout, enfin même aujourd'hui, avec Black Clover par exemple aussi. Et c'était un animé fleuve. On peut regretter peut-être un petit peu les fillers qui cassaient un peu le rythme, Kai. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un animé qui, en vrai, même si avec énormément de fillers, qui, je trouve, c'est quand même peaufiné avec le temps. Notamment, plus on se rapprochait de l'arc 44, plus je trouve que l'animé nous donnait d'excellentes séquences et avait un rendu vachement plus propre. Par exemple, ces derniers épisodes qui sont vraiment très bons. Une adaptation animée qui a aussi une énorme bande-son qui est juste excellente. Je suis désolé, mais c'est l'une des meilleures en vrai. Ouais, c'est marrant parce que en plus de ça, enfin la musique c'est un truc qui est extrêmement important pour Kubo, hein. Tu le vois par exemple, un truc moi qui m'a marqué quand je lisais Bleach récemment, c'est les fiches de personnages. Pour chaque perso, il a une musique en fait, comme s'il avait un thème un peu, alors que c'est un manga quoi, donc il y a pas de musique. Mais par exemple, et c'est très varié. Il y en a qui c'est de la musique française, c'est le motif du Edith Piaf, des machins. Après c'est du punk. Et comme ça chaque perso vraiment, ouais, il y a une musique cubaine. Et chaque perso vraiment a son titre quoi, que tu sens que s'il pu le foutre en thème dans l'animé, il l'aurait fait quoi. Et le fait que ça fait le lien avec le titre du manga qui est une référence à c'est une référence à un groupe ou à une musique d'un groupe, je sais plus trop. C'est le titre d'un album de, je vais pas me dire de bêtises, mais c'est un groupe de rock. Je crois, ouais. Mais je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas le dire. Mais Nirvana, voilà, c'est Nirvana, exactement. Donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est surtout les OST par rapport justement au thème un peu hispanique qu'on avait avec par exemple les Arrancar, les Vizard, etc. Et je serais même pas étonné que pour la saison finale, on tombe dans un thème, dans un ton assez allemand ou dans ces tons vraiment irlandais, etc. Donc j'ai hâte de voir ça. Et moi j'en tiens qu'un bon souvenir de l'animé, même si personnellement je sautais les fillers, donc au final ça m'a pas tant dérangé que ça. Ça m'a dérangé quand je découvrais ça sur MCM. Là il y avait pas vraiment trop le choix de sauter ou non les fillers, parce qu'en fait tu subissais.
Mais voilà. Donc voilà. Kubo qui à la fin du manga est un peu poussé en dehors du jump par la petite porte, malheureusement. Mais depuis peu, c'est un peu le grand retour de Kubo avec un tapis rouge défilé. Voilà, Kubo revient comme un roi, j'ai l'impression, j'allais dire. Et ça a commencé du coup avec la parution du one shot Burn the Witch pour les 50 ans du jump. Tapis rouge, c'est marrant. J'ai envie de saluer un petit peu l'initiative de Glénat pour le coup, parce qu'on a le one shot dans le tome. Oui. Et pour le coup, le one shot est très important, je trouve, pour bien introduire l'histoire. Moi, j'étais surpris quand je l'ai vu, honnêtement, ça fait plaisir. Quoi. Alors, en fait, effectivement, tu as raison, hein, le one shot Burn the Witch a été initié par le Jump pour fêter les 50 ans du Jump. Et en fait, ils ont demandé à Kubo une histoire qui soit du Bleach, mais qui soit aussi une nouveauté. Et donc, c'est pour ça qu'on a Burn the Witch qui, par certains côtés, rappelle Bleach, avec aussi des petits clins d'œil pour les fans, mais qui surtout, on va dire, est une œuvre qui est totalement accessible en elle-même, sans qu'on ait besoin d'avoir le Bleach. Et effectivement, le premier chapitre, le pilote, était déjà présent dans la version japonaise reliée. Donc, comme il était présent dans la version japonaise reliée, on l'a mis. Ce qui est juste assez surprenant, c'est qu'en fait, en général, ces pilotes, ils interviennent plutôt en fin d'ouvrage. C'est-à-dire, une fois que vous avez lu l'histoire complète, et puis vous avez le pilote en fin d'ouvrage en mode, regardez, c'était à peu près à ça qu'on avait pensé au début, mais bon, on vous le met un peu presque comme une sorte de cahier collector de bonus. Et là, dans Burn the Witch, en fait, la tendance est renversée. On a d'abord le pilote, et ensuite, on a le manga. Et finalement, ça passe très bien, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'entre le pilote et le manga en tant que tel, finalement, il y a très très peu de variations. Et donc, on a réellement, à part deux planches qui sont presque identiques, on passe d'un chapitre à l'autre sans aucun problème. Mais d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a un peu qui m'a sauté aux yeux, alors que j'ai lu le pilote, j'avais lu les 3 chapitres quand ils sont sortis à l'époque dans le Jump, et j'avais pas fait le lien, mais en fait, quand on les lit d'affilée, il y a une continuité en fait entre les deux. Le one shot fait partie de la série en fait. C'est très bizarre parce que vraiment c'est un truc que je l'avais pas remarqué du tout. Quand on finit en fait le premier chapitre, notamment avec tout ce qui arrive à Balgo, en fait quand ça commence dans le chapitre suivant, l'état de Balgo est toujours là. Ouais. Et je pensais que à l'époque où je l'avais lu, je m'étais dit ah ok, plutôt que d'en faire il a changé un peu son personnage. En fait non, il a juste continué ce qu'il a fait dans le pilote et c'est très rare. Je vais pas dire jamais parce que je prends pas de risque, mais c'est très très rare qu'on voit un truc comme ça surtout dans le Jump où bon c'est très codifié quand même au niveau des one shots et tout, que il y ait une continuité comme ça qu'on puisse le glisser en tant que chapitre 0 finalement. Et c'est très surprenant. Et finalement, 0,8. Ça rejoint l'idée de toute la conception qu'il y a autour du bouquin. Ne pas juger un livre à sa couverture, parce que bon, déjà la couverture elle est spéciale, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais il y a aussi, ça dénote aussi les codes, comme l'a dit Benoît, et t'as limite le chapitre que tu aurais dû avoir en bonus à la fin, là tu l'as en guise de prologue. Et finalement, t'as tout un travail là-dessus aussi. Et en fait, il est allé au bout de son idée, mais jusqu'au bout, quoi, genre. Alors les gars, vous avez déjà commencé à attaquer sur le bouquin. Je voulais d'abord parler un peu du retour de Kubo et de comment avec Burn the Witch. Vous êtes un peu... Avant Burn the Witch même. Avant Burn the Witch, il y a eu le petit one shot, mais avant vraiment Burn the Witch, il y a eu un event. Il y a eu la Bleach, non, on a l'image normalement, Miro. L'event Bleach qu'on avait couvert d'ailleurs à l'époque, je me rappelle tous les deux. Ouais. Où en fait, on a un auteur qui a fait un petit one shot récemment. On n'avait pas entendu parler de lui depuis une éternité. Et voilà, c'est ça. La Bleach Face Again. Bleach Face Again. On arrive et là on a un live de 2h, 3h je crois. Où on balance la totale. C'est du jamais vu. Tu disais qu'il était rentré par la petite porte, par contre il rentre par la très très grande. C'est vrai que même le retour, la max. Alors le vrai retour, parce que ça, le one shot de Burn the Witch c'était avant ça, il me semble, non? C'était avant ça, mais c'était un peu en mode le one shot. Ouais, à l'époque on l'avait vendu comme une apparition plus. Tu vois. Ouais, c'est vrai. À l'époque c'était pour les 50 ans du jeune, donc il y avait plein de one shots de plein d'heures différentes, donc c'était un peu dans la masse. Juste après, il y a cet événement dont tu parles où il y a eu l'annonce du retour de l'anime de Bleach. Et comme si c'était pas assez, Burn the Witch juste derrière, le manga, mais plus qu'un manga, c'est une œuvre cross-média. C'est-à-dire que ça a été pensé pour être à la fois un animé, un film d'animation au Japon qui a été découpé en 3 épisodes chez nous, chez Crunchyroll. Et aussi un manga du coup par saison, ce qui est aussi quelque chose d'assez rare. C'est-à-dire que c'est la saison 1 de Burn the Witch que vous avez actuellement disponible dans la librairie. Et c'est très intéressant de voir. Tu t'en parlais tout à l'heure, tu
tu disais ça, Xela, il y a ça qui est marqué dans la préface du tome. Tite Kubo qui dit pendant des années, j'ai rêvé d'une existence où je pourrais dessiner un manga à mon rythme. Aujourd'hui, je suis en train de le vivre. C'est le top du top. Est-ce que pour Benoît, vivre le rêve de Tite Kubo, il fallait attendre 2021 et surtout d'avoir prouvé avec Bleach juste avant qu'il était quelqu'un, quoi? Alors, je pense qu'il fallait attendre effectivement 2021, enfin ça aurait pu être quelques années avant. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il pouvait pas se permettre à partir du moment où il était sur Bleach. C'est-à-dire que lorsqu'il publie un chapitre par semaine, en tant qu'auteur, tu peux pas voir ton éditeur et dire bon, finalement à partir de maintenant, je veux faire genre un chapitre par mois, puisque le rythme de parution du Shonen Jump fait que c'est un chapitre par semaine. Ou plus exactement, si jamais il fait totalement hypothétique. Imaginons l'éditeur lui aurait dit bon ok tu sors un chapitre mais c'est un seul chapitre par mois. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le Jump, il y a des sondages de popularité toutes les semaines et c'est en fonction de ça justement que se décide ou non la continuité d'une série. Donc si vous avez un auteur qui dit non mais finalement je fais un chapitre par mois et que du coup il tombe dans le bas de classement, ça veut dire que là où il pensait faire un chapitre par mois pour bien travailler, finalement, sa série ne rencontre plus le public et du coup, il est obligé de l'écourter. Donc, lorsqu'il était effectivement dans le Jump, il était dans un hebdomadaire et donc, par conséquent, il tenait le rythme. À partir du moment où il a fini Bleach, où il a fini aussi 74 volumes, parce que c'est pas rien de faire 74 volumes. Je pense qu'il aurait fait un truc en 3 volumes. Je suis pas certain qu'il aurait eu les mêmes arguments par rapport à son éditeur. Donc à partir du moment où effectivement il a fini Bleach et où il a eu justement cette autorité, et même tout simplement cette expérience de mangaka, d'avoir dessiné, d'avoir tenu un rythme hebdomadaire. Lorsqu'effectivement le Jump est retourné le voir, c'est lui qui a entre guillemets, je dirais, ils ont simplement discuté pour les modalités et lui a bien voulu, on va dire, ressortir ses crayons, mais pour le coup avec une histoire donc bien évidemment qui lui tenait à cœur, mais une histoire qu'il aurait le temps de développer et c'est pour ça qu'elle n'est pas publiée dans le Jump puisque justement elle sort à un rythme un petit peu plus lent. D'ailleurs, ouais. Juste un truc pour rebondir, il y a un parallèle qu'on peut faire avec Yoshihiro Togashi, c'est que bon, sa grosse série, c'était Yu Hakusho. Il a fait ses preuves avec. Et, à la fin, on sent qu'il y avait un ras-le-bol, clairement, de Togashi avec cette œuvre et un petit conflit avec le Jump. Après, il revient avec Level E, où là, il a les cartes en main pour faire donc un manga qui sort du lot dans le Jump, qui était publié mensuellement. Donc déjà, ça, c'est pas commun, surtout à l'époque. Et ensuite, il revient encore un peu après avec Hunter x Hunter, où là, c'est le roi, il fait ce qu'il veut, il vient quand il veut, il balance les chapitres qu'il veut, quand il veut. Voilà, c'est le roi. Et Kubo, j'ai l'impression qu'il est encore maintenant au level au-dessus. Il a fait ses preuves avec Bleach. On sent aussi un petit ras-le-bol à la fin. Là, il revient avec Burn the Witch. Maintenant, c'est même plus en mensuel. On ne sait pas. C'est en saisonnier. On ne sait même pas quand il y aura pour le prochain tome. Mais au moins, c'est lui qui est maître de son destin, j'ai envie de dire. C'est peut-être pour ça qu'il réfléchit en saison, en fait. Parce que justement, une saison, c'est suffisamment vaste comme durée temporelle pour pouvoir travailler dessus. C'est ça. Ça serait vraiment cool que ce soit vraiment en saison. On est dans nos petites tomes, Burn the Witch qui revient à la fin de l'hiver, puis après ça reprend en printemps, ça serait cool. Tous les étés, je pense, ça m'étonnerait pas. Que vu le volume, vu un peu ce qu'il avait dit, je crois que c'était pendant la Jump Festa, il semblait dire que ouais, peut-être pas une fois par an, parce qu'il avait pas l'air de vouloir se donner trop de contraintes, hein, mais ça sentait un peu un truc, un peu un rendez-vous, tu vois, que t'aurais régulièrement avec Kubo, genre ah tiens les mecs, c'est l'été, hop. 3 petits chapitres de Burn the Witch et on se revoit l'année prochaine. Par contre, dans le chat, certains parlent de Araki ou Daisuke de World Trigger qui ont fait ça. Non, eux, ils ont changé de magazine. C'est pas pareil. Là, Burn the Witch, c'est dans le Jump. D'ailleurs, on parlait que Kubo, il a peut-être changé un petit peu les mentalités au sein de la structure même éditoriale du Shonen Jump. Mais c'est pareil, le transfert de Boruto vers le V-Jump et le transfert de World Trigger vers le Jump Square, peut-être que ça intervient là de cette façon aussi. Ils ont vu que c'est mieux c'est plus humain peut-être, parce que des fois, on sait pas si c'est pas des esclaves les auteurs dans le Jump. Ils ont vu que c'est mieux que l'auteur travaille à son rythme pour mieux, améliorer la production et tout simplement sa qualité de travail. Après, World Trigger, il y a des contextes différents. World Trigger, il était en pause pendant 2 ans, soucis de santé, tout ça. C'est pas les mêmes cas non plus, quoi. Ok. Benoît, je vis quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'était une demande de l'éditeur que ce soit une suite, on va dire, de Bleach, une suite spirituelle, que ça se passe un peu... c'est un peu ça, et ça se sent, déjà juste dans le titre, je sais pas pour vous, mais Burn the Witch, il y a un peu déjà on entend un peu Bleach dans le titre déjà, tu vois. Déjà si tu parles trop vite, oui, tu dis Bleach, Burn the Witch, c'est pareil. Tu dis Bleach, et au-delà de ça, à la fin,
Ouais, à la fin du premier chapitre du one shot de l'époque, je sais pas si je vais retrouver. Ouais, je le retrouve. Je sais pas si vous avez remarqué, les gars, dans le chat et vous aussi dans le local, mais si vous regardez le titre qui est marqué là, ce qui est grisé, les titres, les lettres, c'est les lettres de Bleach. Donc voilà. Ça fait du bruit, ça, à l'époque. Hein. C'est la petite, c'est une petite historique qui n'en est pas un, vraiment, parce que, enfin, pas que ça, il y a d'autres choses, mais je vais vous laisser découvrir dans le tome, parce que c'est beaucoup plus lié à Bleach qu'on ne le croit, et on va pas vous dire pourquoi, vous allez lire le tome, et c'est tant mieux, vous allez découvrir comme ça. Au passage aussi, le premier chapitre du tome, qui du coup, encore une fois, je répète, le one-shot, qui était publié dans le Jump à l'époque, pour les 50 ans du Weekly Shonen Jump, n'est pas adapté dans l'animé. Oui, donc, si vous voulez découvrir le vrai début, la vraie genèse de Burn the Witch, il faudra lire le manga Burn the Witch chez Glénat, et ça c'est toujours des petits bonus qui font plaisir, je pense, à avoir. Donc voilà, Taito Kubo qui revient sur un tapis rouge, vraiment, avec Burn the Witch. C'est en saison, il vient quand il veut, il fait ce qu'il veut, un peu à la Togashi, comme tu disais, au Takult quelques minutes plus tôt. Alors Burn the Witch, qu'est-ce qu'on en pense finalement? Alors Burn the Witch, vous l'avez tous lu cette semaine pour préparer l'émission. Dorian, je te donne la parole un petit peu sur Burn the Witch. Burn the Witch, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? En fait, par quel point je pourrais commencer? Parce que... On peut d'abord peut-être un petit peu raconter l'histoire, rapidement, sans trop spoiler non plus, pour que les gens puissent découvrir. C'est l'histoire de deux sorcières qui s'appellent Noël et Nini, ça se passe dans un Londres un peu réinventé par Kubo, où il y a le monde à l'endroit et le monde à l'envers. Et dans le monde à l'envers, il existe des dragons. Des dragons qu'il faudra du coup, qui peuvent pas s'approcher d'humains, sinon ils risquent d'être endragonnés. Et c'est une maladie, voilà, dans Burn the Witch. Et elles vont devoir combattre plusieurs dragons, enfin, elles vont devoir sauver un petit peu et tuer plusieurs dragons. C'est un peu des chasseuses de dragons finalement. Et voilà, donc on suit les deux protagonistes à travers leurs aventures. Et franchement, c'est plutôt frais. Franchement, on sent un Kubo qui revient, qui est vraiment, qui est plein d'idées. Ça regorge d'idées, de noms, l'univers est hyper vaste, vraiment. De concepts. Peut-être même, moi, j'avais presque l'impression au début que c'était trop vaste. D'ailleurs, ça passe beaucoup mieux en tome qu'en chapitre, je trouve. Il arrivait avec un univers. Mais alors, normalement, c'est des choses qui s'établissent. D'ailleurs, ce qu'il a fait dans Bleach, ça s'établit sur 10 tomes, 20 tomes, parfois plus. Là, en un tome, on a tout en fait de la composition d'une organisation d'État, globalement, avec d'une armée presque en fait, avec différents corps d'armée, chacun ayant sa spécialité, ses figures marquantes et tout. Ensuite, on a les dragons, parce que elles chassent entre guillemets les dragons, même si après c'est qu'à moitié leur taf, c'est un peu pas clandestin, mais ils sont un peu là par hasard à chaque fois. Mais il y a aussi en fait tout le côté les dragons en fait qui servent aussi l'humanité de Londres. En français c'est Londres verso Londres, de verso Londres. Où comme ça on voit des dragons qui produisent de la laine, des dragons qui font pousser des plantes, qui servent de bus même. Et on sent qu'il est arrivé en fait avec un imaginaire qu'il a cultivé pendant longtemps avant d'arriver sur Burn the Witch. Que ça n'a pas été un truc qu'il a fait un peu comme ça à la va-vite. Il y a vraiment de la pensée. Je trouve ça. Moi j'adorais un artbook de Burn the Witch par exemple, ou un concept book, quelque chose. Il y a tellement de petits trucs, de petits détails un peu partout. La forme des dragons qui est ultra varié. C'est pas des dragons en fait. Pour ceux qui n'ont pas lu le truc, on appelle ça des dragons en fait. Un dragon, c'est toutes les créatures qui ne peuvent pas être entre guillemets domestiquées et qui font des trucs un peu chelous. Voilà, grossièrement, ça ressemble pas à des dragons. T'as un cerf, un monde, il a des ailes qui poussent, hop, c'est un dragon. Tac. Et comme ça, il a instauré en fait tout un univers ultra dense et qu'il arrive en fait à exploiter en seulement 3 chapitres. Et au-delà de ça, là où dans Bleach, on découvre un peu un univers petit à petit via le personnage d'Ichigo qui découvre l'univers. C'est vrai. Là, on est directement, voilà, c'est direct. C'est des personnages qui savent où ils sont. On est peut-être un petit peu perdu et je pense que c'est voulu par Taito Kubo. Il y a plein de noms pour chaque catégorie de personnes de corps d'armée, comme tu dis. Ils ont un nom spécifique à chaque fois. C'est même assez difficile de s'en souvenir. Je me souviens même plus pour vous dire tous les noms, etc. Il y a Piper, les Saber et les autres. Voilà, les Piper, etc. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça reste lisible. Genre, je suis pas non plus trop déstabilisé à la fin de Light sur YouTube. C'est ça qui est très fort. Clairement. Parce que t'es pas évanoui quoi. Ouais, c'est vrai.
Ce que j'allais dire, c'est que, ouais, merci beaucoup de m'avoir lancé avec ce sujet. C'est qu'en fait, justement, c'est étonnant parce que du coup, de base, t'as un peu tu vois un peu ce que c'est l'univers, etc. Et moi, je me disais pas, voilà, forcément, au vu de ce que je voyais à la base, que ça allait être, peut-être, voilà, quelqu'un qui allait découvrir l'univers, etc., qui est vraiment trop jeté dedans, comme la majorité des œuvres. Non, je pensais quelque chose, on allait plus voir une sorte de vie de tous les jours. De découverte de l'univers, mais pas pour le personnage, mais surtout pour le lecteur vraiment pur, en mode c'est un peu voilà, pas limite du slice, pas du slice of life, mais limite quelque chose qui avance son temps. Mais je pense aussi justement par rapport à l'aspect court et comment dire bizarrement, alors que des fois on aimerait bien cette petite partie de manque dans certains mangas. Là, ça passe tout seul. Vraiment, là, ça passe tout seul. Tu te sens pas non plus ultra largué par l'univers, etc. Ça reste simple, ça reste en plus des inspirations que tout le monde connaît. Forcément, on est obligé de penser à Harry Potter quand on voit dans The Witch, évidemment. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui nous sort complètement du crâne. Je pense que c'est un truc assez pertinent que tu as dit. Je te passe la parole juste après, Kai. Il y a, je pense, un côté aussi très accessible pour nous, Européens, en fait. Parce que c'est des codes qui nous parlent beaucoup. Voire presque excessivement, parce que là où la Soul Society, tout ça, c'était le Japon, les codes japonais, beaucoup un peu tout ce qui touchait au taoïsme, au bouddhisme et tout. Là, on est sur de la tradition européenne, de la mythologie celte. C'est des trucs qui sont globalement connus et maîtrisés. Du coup, le fait qu'on te lâche énormément de trucs comme ça, qu'on te fait une liste de contes et tout, c'est pas grave parce que tu les connais. En fait, c'est pas, on te dit pas, oui, tiens, ça c'est Kaguya et j'ai oublié le nom là, de la sorcière dans les neiges, la Baba, je sais plus quoi. Non, là, on te parle de choses que toi, en tant que lecteur européen, tu connais très bien. Donc, moi, j'aime bien avoir un peu le ressenti de lecteurs américains ou asiatiques sur ça. Peut-être qu'ils sont plus dépaysés que nous aussi, tu vois. Surtout, ce qui est bien, c'est que justement, ça permet de faire de la diversité dans les récits. Parce que oui, bon, certes, c'est pas là, c'est très loin d'être la première œuvre qui prend de l'univers, de la culture européenne comme ça, qui se dirige dans un pays européen ou dans l'Occident. Mais c'est toujours intéressant quand on voit un auteur japonais s'y intéresser et de voir, s'il tombe dans les clichés, ce qui, je trouve, pour le coup, arrive assez rarement, sauf dans des œuvres humoristiques où on va montrer une case Paris, que ça va être baguette, on prend le pique-nique sous la Tour Eiffel. Là, tu as ce que ouais, très très sympathique, qui tombe pas dans les clichés, on voit, il y a un vrai intérêt pour la culture. Ouais. De toute façon, c'est un truc qu'il avait toujours fait. Hein. Déjà, tu sentais qu'il y avait des grosses inspirations hispaniques, par exemple, dans Bleach. Oui, tu la parole, je crois, il me semble. Non, c'était exactement pour dire ça, en vrai. J'avais pas à ajouter, en vrai. C'est juste que ça me plaît beaucoup du fait que, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans les derniers chapitres, justement, du tome. C'est qu'on tombait vraiment dans un côté vachement conte de fées. On a la référence à la sorcière, au dragon, on a un peu de chevalier. C'est des thèmes qui parlent à tout le monde et qui peuvent me plaire sur la durée. Donc j'ai hâte d'en découvrir plus sur cet univers et sur tout ce qu'il va apporter, justement. Et je pense qu'il y a énormément à découvrir, étant donné que justement Kubo a eu un parti pris sur Burn the Witch. C'est que c'est pas un parcours initiatique comme on a l'habitude de le voir en général dans une série du Jump qui commence. C'est on t'introduit le personnage principal, tu découvres son passé, il règle une situation. Là, les personnages ont déjà vécu quelque chose et c'est ça, tu vas le découvrir peut-être dans la saison 2 ou la 3 ou tout simplement la 5. Et ça, surtout que les deux protagonistes ont l'air d'avoir elles sont pas là depuis un jour ou deux. Donc je pense qu'il y a matière à faire avec ces deux protagonistes, surtout il y a Nini et Noël. Donc Nini, surtout Nini on nous a laissé entrevoir au travers d'un personnage qui avait quand même quelque chose, qu'elle a entre guillemets une double vie. Donc voilà, il nous a mis des pistes et c'est très intéressant. En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. Surtout, il y a pas mal de portes intéressantes. Là où rebondir là-dessus, où c'est le point que Benoît, il a très bien vendu le manga, c'est que certes, il y a des références à Bleach et tout, mais
Kubo, il a pas choisi le chemin de la facilité dans le sens où il a fait la suite de Bleach. Non, c'est vraiment une œuvre à part entière. Oui. Et justement, le lecteur, il arrive. Bah moi, quand j'ai commencé à lire mon tome et que j'ai relu un tome, j'ai vraiment pas le sentiment d'être pris par la main en fait pour découvrir l'univers, les personnages, etc. Comme Kyle l'a dit, ils ont vécu avant nous, avant que le lecteur arrive. Et maintenant, tu vas suivre leur histoire avec eux. C'est en fait, tu rentres dans leur vie et leur vie, elle commence pas en même temps que toi, tu commences le manga en fait. C'est ça, c'est un gros point fort, je trouve. Au-delà de bien sûr des chara-design qu'on a mentionné tout à l'heure pour Bleach. Là, bien sûr, Kubo est toujours le maître de cet art, j'ai envie de dire. Il est toujours très fort. Et voilà, il y a un gros background. L'univers, il est richissime. Vraiment, t'as envie de voir la suite. Limite, t'as envie que ça soit, t'as envie que ça soit hebdomadaire. Mais le fait que ce soit saisonnier, bah, ça le rend encore plus plaisant à lire, limite, je trouve. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est à la fois une contrainte et un choix en fait. Ouais, on parlait de chara design tout à l'heure, c'est vrai que on l'a pas dit tout à l'heure, mais ils sont très très bons, bien sûr. Pour Burn the Witch, encore une fois, Tite Kubo a aussi fait un chara design pour un jeu, Sakura Wars, entre Bleach et Burn the Witch. C'est ça qu'on n'a pas dit. Donc voilà, Tite Kubo, en termes de chara design, je pense qu'il peut nous faire des Toriyama avec Dragon Quest. Un jeu qui a eu droit à une adaptation animée l'année dernière. En plus. Donc voilà, les chara design sont incroyables aussi pour le jeu. Donc c'est là qu'on sent que le mec est vraiment fort et c'est encore le cas pour Burn the Witch. Burn the Witch d'ailleurs, si on peut un peu aussi le mettre en parallèle avec Bleach et le comparer un petit peu. Burn the Witch, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de Kubo que peut-être pour certains, en tout cas dans son histoire, certes dans Bleach il y avait aussi des personnages féminins forts, je pense à Yoruichi, je pense à Rukia même si elle était un petit peu la princesse à sauver au début. Dans Burn the Witch, on a deux héroïnes et deux héroïnes fortes de caractère pour une surtout le premier, mais surtout qui c'est elles qui vont sauver des mecs, tu vois, et c'est pas l'inverse. Là où dans Bleach, c'était très voilà, Ichigo et ses potes vont sauver une fille pendant quasiment la moitié du manga en fait, c'est quasiment ça. Et Burn the Witch, c'est vraiment l'inverse, on a deux personnages féminins très très forts et je pense que Kubo c'est aussi dit que bon, on va quand même arrêter de déconner un peu. En fait, juste alors. Bleach, donc on rappelle, il y a plus de 70 volumes, donc il a dessiné énormément de personnages masculins, dont effectivement Ichigo qui était un personnage masculin. Et donc à partir du moment où il lui a été proposé justement de faire une nouvelle œuvre qui soit en même temps en lien avec une autre, bah, en fait il a réfléchi et il s'est dit que justement comme il avait dessiné énormément de personnages masculins, et ben justement, il avait envie, d'un point de vue créatif, de dessiner des personnages féminins. Justement parce que, comme il avait eu, on va dire, entre guillemets, sa dose de garçon, il a voulu justement choisir des héroïnes. Et on note aussi, d'ailleurs, que justement, c'est ce que tu dis, on a bien deux héroïnes, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un seul personnage qu'on suit, mais deux. Et donc du coup, on a aussi ce principe de relation entre les deux personnages qui se développent, ce qui fait que non seulement, ce qui participe, au fait que l'histoire est déjà installée lorsque le lecteur arrive. C'est pas une héroïne qui rencontre l'autre, elles travaillent déjà ensemble et elles ont chacune leur caractère plus ou moins affirmé, plus ou moins effacé. Et en fait, on suit non pas un personnage, mais un tandem. C'est vraiment un gros point fort parce que il est parvenu en fait à te rappeler Bleach, tout en t'amenant un vent de fraîcheur aussi, un vent nouveau. Et pour le coup, moi je trouve son retour très réussi. Et en relisant en tome, plutôt que voilà, j'avais pas sorti hebdomadairement dans le jump, bah là pour le coup, il y a tout de suite, ça s'enchaîne très très bien. En plus, là, t'as le one shot donc qui fait office de prologue, du coup, t'as encore mieux mis dans le contexte quand tu lis tout à la suite. Donc moi, ça m'a vraiment fait l'effet du film d'animation. Sauf avec une meilleure impression, parce que justement, là, on a le prologue qu'on n'avait pas dans le film d'animation. C'est clair. Moi, j'ai une petite question, justement, vu que tu parles du film d'animation. Burn the Witch, c'est une œuvre cross-média, qui a été pensée comme une œuvre cross-média du moins au Japon. Et normalement, le manga devait être diffusé, et quelques temps après, ça devait être l'anime qui sortait au cinéma et tout. Et je voulais te demander, du coup, Benoît, comment ça s'est passé pour vous de travailler sur une œuvre cross-média comme ça, avec, par exemple, le fait que Burn the Witch sorte après la diffusion de l'anime. Est-ce que ça a pu être un problème? Est-ce que c'était Alors, ça n'a pas été un problème en tant que tel, mais effectivement, on a dû appliquer des méthodes qui sont pas forcément celles qu'on applique habituellement. C'est-à-dire que par exemple, on avait les informations sur l'arrivée, enfin sur la diffusion de l'anime très en amont, mais je dirais on avait des règles relativement
spécial à suivre pour justement faire du teasing. C'est-à-dire que, par exemple, au départ, on n'avait qu'un seul visuel pour partager sur les réseaux sociaux, puisque de toute façon, comme le livre n'était pas forcément sorti au Japon, on n'avait pas d'autres visuels. Donc, on était obligé de faire avec ça pour entretenir le teasing, mais l'idée était bien évidemment de travailler en parallèle l'animé et la sortie du manga papier, puisque bien évidemment, les deux se font écho. Après, au niveau, on va dire, au niveau traduction, on est un peu dans la même logique qu'on a été sur Bleach, c'est-à-dire qu'il y a eu un traducteur pour l'animé, il y a eu une traductrice pour Burn the Witch, la traductrice de Burn the Witch étant la même que celle de Bleach. Et en fait, les deux ont travaillé main dans la main justement pour se mettre d'accord sur les différents termes, pour faire en sorte que justement, comme je disais tout à l'heure, chacun puisse y retrouver ses petits. Donc ça, c'était un travail effectivement en amont. Et une fois qu'ensuite tout le monde s'est mis d'accord, après le travail, on va dire, de maquette, de relecture, s'est fait sans problème. Donc c'est pour ça que pour toutes les œuvres qui sont cross-média, en fait, on travaille main dans la main avec les ayants droit, donc soit en direct avec les traducteurs qui se chargent de l'animé, soit avec des référents qui justement se chargent de vérifier avec nous les noms des personnages, etc. Okay, d'ailleurs, tu parles de la traduction. Je tiens à saluer le travail on va citer Anne-Sophie Thévenon. C'est un truc qui est assez rare, surtout dans des formats comme ça. Il y a énormément de notes de traduction, et d'ailleurs des notes de traduction de l'anglais et du japonais. C'est-à-dire, vu que ça se passe en Angleterre et nos textes sont en japonais et tout, sont en anglais, sauf que du coup, je suppose que dans la version japonaise, il doit y avoir un espèce de sous-texte en japonais ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'en gros, tu as la traduction de l'anglais, et en plus de la signification du japonais qui est pas tout à fait la même parfois. Et c'est rare, donc voilà, c'est un truc que j'apprécie énormément. Donc, on avait ça aussi dans Bleach au niveau des noms d'attaque. Oui. Ouais, et donc c'est aussi à ça qu'on reconnaît qu'effectivement Kubo reste égal à lui-même et cohérent avec ses univers. C'est clair. Animé d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas vraiment le sujet du soir, mais animé de très bonne facture par le studio Coloredo. À la base, c'est un film d'animation au Japon. C'est un film. Ici, c'est découpé en 3 épisodes. C'est chez Crunchyroll. On vous conseille vivement aussi d'aller le voir, mais surtout de lire le manga. On va aussi montrer un peu le manga, quand même parler un petit peu du bouquin en soi, en tant qu'objet. Petit bandeau pour bien se rappeler que c'est l'auteur de Bleach, derrière il y a marqué l'auteur de Bleach, je vais l'enlever. Et il est à combien le tome, Benoît, en librairie? Ouais, je me souviens plus, je crois qu'il il est au coût d'un prix normal, c'est un donc tome 6,90. Exactement, donc malgré qu'il y ait quand même des pages couleurs, un petit poster d'abord au début. Voilà, je vous montre à l'endroit. Hop, il est là. Et recto verso, excusez-moi. Donc, avec les personnages, déjà, alors, attention. Zéla, n'ouvre rien, je le fais. Tu fais un bruit horrible. Ah merde, oui, ça t'appelle dans le micro, j'ai pas vu. S'il te plaît. Et bien sûr, comme il ne faut pas juger un livre à sa couverture, quand vous enlevez la couverture, vous avez une couverture en arrière qui ressemble beaucoup à ce que du Bleach faisait à l'époque. Magnifique, fort, et tout. Ouais. Le concept, je suis 100% fan. Ouais. En plus, c'est super à propos en fait par rapport à l'histoire. C'est avec le délire du journal qui a 2 facettes, le fait que la ville ait 2 facettes, que tout ce qui se passe dans The Witch, on dirait qu'il y a rien, et que comme ça en fait t'as une couverture qui est très très sobre finalement à première vue, et en fait t'as une méga illustration en couleur derrière. C'est super bien. D'ailleurs, je me demandais, au niveau de la production, du coup, comment ça s'est passé pour vous? Pourquoi est-ce que vous êtes allé parce que, mine de rien, c'est un beau livre, il y a un effet d'impression, il y a pas mal de couleurs, de textures et tout. Il y a une volonté, peut-être, je pense, par rapport à d'apporter une vraie plus-value aussi vis-à-vis de l'anime qui a été diffusé en amont. C'est quoi, pourquoi Alors, en fait, on a une volonté relativement simple, c'est que le tome japonais est extrêmement proche de notre version. Donc, en fait, quand on a reçu le tome japonais, on a vu que, bien évidemment, donc, il y avait une jaquette, il y avait une couverture imprimée. Si je me souviens bien, en plus, la couverture, il me semble qu'elle est imprimée recto verso, c'est-à-dire que vous avez des pages de garde aussi à l'intérieur. Oui. Une espèce de canevas. Et donc, il y avait tous ces éléments-là. Il y a aussi, il y a aussi, faut le signaler, c'est qu'en fait, Burn the Witch, il fait à peu près, si je me souviens bien, 280 pages, 260 ou 280 pages. Ouais, donc, il est un peu plus épais que... Donc, on est sur un gabarit nettement différent je dirais, d'un 192 ou 208 pages classiques. Et donc, en fait, lorsqu'on a vu le livre, en fait, ça nous paraissait évident que, on va dire, la réflexion était tellement mûrie, tellement aboutie du point de vue éditorial. Enfin, on a tout à fait compris pourquoi, effectivement, on avait un Don't Judge by its cover, pourquoi est-ce qu'on avait une couverture de l'autre côté, etc. Donc, à aucun moment, il nous est venu à l'esprit l'idée de vouloir changer ça.
On s'est dit, non, on sent qu'on est dans un ouvrage, on va dire, dans une maquette artistique qui représente la volonté de l'auteur, avec justement tout un tas d'astuces graphiques pour les mettre en avant. Donc, on n'avait aucune raison de ne pas les exploiter. Et tout ça, encore une fois, les pages couleurs, plus de pages dans un petit poster, plus de pages couleurs. Oui, c'est le poster. C'est le poster. À chaque fois, je me reprends derrière. Mais et tout ça pour le prix du coup de 6,90 €, qui est le prix d'un tome normal finalement. Donc, c'est un beau geste, je pense, de la part de Glénat de faire ça. Je pense que c'est vraiment aussi un cadeau pour les fans de Kubo et de Bleach que vous faites. Sachant qu'en plus, bah voilà, c'est un tome, il n'y en aura pas peut-être beaucoup en plus dans la finalité. Je pense pas que Burn the Witch fera 70 tomes. Surtout au rythme où ça va, à mon avis, voilà, ça va truc. Donc, pour le coup, moi je trouve que c'est toujours pour un petit cadeau pour quelqu'un, ou même pour vous-même, si vous voulez suivre une petite collection sans non plus vous ruiner totalement. Burn the Witch, je pense que c'est un bon plan, c'est un très bon plan. Mais surtout qu'on n'a pas besoin de lire Bleach pour apprécier Burn the Witch, c'est ça le gros point fort aussi, quoi. Il a vraiment pensé à tout le monde pour le coup. Là où justement l'éditeur voulait qu'il fasse une sorte de suite à Bleach, moi je trouve que c'est une suite à Bleach très intelligente. On aurait pu tomber dans la facilité et faire le fils d'Ichigo et la fille de Ruka qui vivent des aventures, tu vois. Ça aurait pu être ça. Hein. Enfin, voilà, ça aurait pu être ça, tu vois. Mais pour le coup, Burn the Witch, c'est finalement très différent de ce qu'il a fait avec Bleach. Et pourtant, il y a quand même des liens avec Bleach. Et encore une fois, on va pas vous les dire. Des clins d'œil. C'est des clins d'œil. Ouais. Donc ça fait toujours super plaisir. On peut parler aussi rapidement du coup de la suite. Qu'est-ce qui va se passer du coup? C'est la saison 1. On voit qu'à la fin du tome, on découvre il y a quelques petites esquisses d'une saison 2. Quand? Pourquoi? Enfin, comment? Une date, Benoît? Est-ce que tu sais des choses? Non, alors, je ne sais, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, et donc je peux pas vous dire, oui, je vous annonce le tome 2. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que de toute façon, nous, bien évidemment, on suit avec extrêmement de précision les annonces à la fois dans les magazines de prépublication et même ne serait-ce que lorsqu'ils annoncent la publication d'un volume relié, puisqu'en fait, de la même manière que nous, en France, on annonce nos publications plusieurs mois avant la date de sortie réelle, c'est pareil pour le Japon. Donc ça nous permet d'avoir un ordre d'idée. Ce qu'on sait, c'est que bien évidemment, ce que vous aviez dit, à savoir l'auteur va prendre son temps, et donc pour le coup, on n'a pas de date. Je peux même pas vous dire, dans 6 mois il y aura un deuxième tome, une deuxième histoire. On n'a pas de date. Après, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que en parallèle, au Japon, ils ont mis en place un fan club de Taito Kubo. On allait en parler justement. Voilà. Oui. Et justement, c'était par rapport à, c'est pas que par rapport à Burn the Witch, mais c'est aussi une manière justement de nourrir l'intérêt des fans, des lecteurs et des lectrices en attendant la suite. Bah écoutez, c'est sacré truc ce fan club. C'est au début, je me disais c'est une petite newsletter. Enfin non, il y a carrément des membres VIP en payant, donc ça chacun verra midi à sa porte par rapport à ça, mais derrière il y a des illustrations qui sont fournies, d'ailleurs qui ont, je crois, alimenté en partie l'expo qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, et je pense à terme on aura 1 ou 2 artbooks Club Outside, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs en parlant d'artbook, rien à voir, hein, mais est-ce que si jamais Burn the Witch rencontrait son public en France, ce que je souhaite, et que ça relançait peut-être un peu une petite mode autour de Bleach, est-ce qu'on peut espérer peut-être avoir Bleach Jet, le double artbook qui a été fait par Kubo, ou bien les romans, tous ces trucs-là, parce que je sais que c'est un truc qu'on vous demande pas mal, parce qu'il y a le comité Bleach quand même assez passionné par son œuvre. Alors on nous a déjà posé la question, on avait répondu lors d'un live Glénat Manga, donc je vais donner la même réponse, histoire d'être cohérent. Alors ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'on a effectivement différents types d'ouvrages sur une série, et donc on a, on va dire, dans un premier temps le manga qui touche énormément de monde. Ensuite on a les databooks comme les Souls, les Unmasked, etc., qui touchent, on va dire, beaucoup moins de monde. Ensuite on a les artbooks qui touchent encore moins de monde. Et enfin, Et enfin, on a les romans qui touchent encore moins de monde, pour la bonne et simple raison que c'est du texte et pas de l'image. Donc, tous ces éléments mis bout à bout font que quand en général on a une actualité de série, c'est-à-dire que la série est en cours de publication, eh bien, si on a des romans ou des artbooks qui sortent, on essaie de les planifier parce que justement il y a un intérêt par rapport à la série, mais à partir du moment où la série, on va dire,
est arrêtée. Bien évidemment, elle continue à se vendre en boutique, hein, faut pas, c'est heureux d'ailleurs. Mais du coup, on a plus, on va dire, cette espèce de poussée, de locomotive qui nous amène à proposer les titres. Et très clairement, comme je dis, les artbooks et les romans, je veux dire, sont des titres qui ont un public extrêmement fidèle, mais pas forcément, on va dire, extrêmement important. Du coup, pour le moment, c'est pas prévu. Après, je dirais, faut jamais dire jamais. Si jamais, si Burn the Witch fait réexploser Bleach, surtout qu'en plus c'est l'anniversaire de Bleach au Japon en ce moment, et qu'il y a d'autres actualités, on les étudiera, bien évidemment. Je suis pas en train de dire non, on fait plus rien, Bleach, c'est mort. Au contraire, Bleach continue de vivre. Et donc, on suit justement avec intérêt tout ce qui permet de suivre et d'aviver la licence. On croise les doigts, peut-être qu'avec le retour de l'animé, ça peut potentiellement relancer un peu la machine. Exactement. Voilà, du coup, Burn the Witch, je pense est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Burn the Witch? Juste le fait qu'on peut saluer le retour avec succès de Kubo, parce qu'au Japon, du coup, on a eu les chiffres du premier tome en 2020 de la société Oricon qui ont fuité. Et justement, le tome c'était vendu en 2020 à plus de 260 000 exemplaires. Donc, pour un nouveau tome d'une nouveauté, c'est énorme déjà. Donc, ça montre que la fanbase de Kubo est toujours là et qu'ils seront au rendez-vous tout simplement. Donc, on espère un succès proportionnellement similaire en France. Et en tout cas, c'est un titre qu'il faut déjà surveiller, c'est sûr. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais Shueisha et le Jump en ce moment, de plus en plus, ils essaient de refaire revenir leurs anciens auteurs. On ressent de plus en plus. Hein, on en parle chaque semaine dans les émissions. Et c'est pas réussi à chaque fois. Et pour le coup, je trouve que Taito Kubo, c'est un retour triomphant, moi je pense. Et on est qu'au début. Burn the Witch, c'est vraiment que le début, saison 1. On attend la saison 2, bien sûr, très prochainement, on l'espère. En tout cas, les quelques esquisses qu'on voit dans la fin du tome donnent envie. Franchement, moi, je sais pas vous, mais ça m'a grave hypé pour la suite. Il y a vraiment un background encore à traiter et qu'on n'a rien vu, en fait, c'est que l'intro, là. Voilà. Donc, on vous recommande bien évidemment d'acheter Burn the Witch. C'est chez Glénat, ça vient de sortir mercredi dernier. Donc, c'est disponible en librairie. Voilà, super bouquin. Tant qu'on a Benoît avec nous, quelques petites questions pour les internautes, comme disent les anciens. Pour les viewers. Voilà, les amis, si vous avez quelques questions pour Benoît, qui est ici avec nous, on va bientôt conclure l'émission. C'est passé super vite. Si vous avez quelques questions pour lui, c'est maintenant ou jamais. Tant que j'y pense, je sais qu'il y a un bon ami à moi qui voulait à tout prix que je te demande, même si je connais déjà la réponse, je vais lui demander. C'est par rapport à la suite de Katen Tsubasa en manga. Est-ce que ça peut potentiellement venir un jour? Je connais déjà la réponse, mais vas-y, je te laisse comme réponse. Alors, la réponse, c'est comme souvent, c'est pas à l'ordre du jour à l'heure actuelle. Alors, parce que Captain Tsubasa, c'est une série qui est très particulière, c'est qu'en fait, donc il y a plusieurs cycles, bien évidemment, et en fait, dans certains cycles, il faut intervenir des footballeurs et des personnes réelles. Et donc, du coup, il peut y avoir parfois des problèmes, on va dire, tout simplement d'utilisation de droits des marques, etc. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile au niveau des droits. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'on va dire la première série Captain Tsubasa, je veux dire, comme elle se déroule il y a très très longtemps, il n'y a pas de problème. Mais les autres séries, les droits sont particulièrement difficiles, voire tout simplement bloqués à l'international. Donc, à partir du moment où les droits ne sont pas disponibles à l'international, évidemment, on ne peut pas les faire. C'est aussi simple que ça. Voilà, le Zid, tu as ta réponse. Maintenant, laisse-moi tranquille. Là, je Saja le Lion qui demande One Piece, c'est la vie, Benoît? Point d'interrogation. One Piece, c'est la vie. Alors, c'est pas que la vie, mais effectivement, parce qu'il y a qu'un seul chapitre par semaine, mais je suis vraiment ravi qu'on l'édite. Ça fait partie, et je dis pas ça parce que je suis chez Glénat, mais ça fait vraiment partie de mes chouchous. C'est un plaisir rare à relire, à éditer, à corriger. Donc oui, ça, je suis à fond sur cet univers. Et l'avantage, moi je sais qu'à chaque fois qu'on travaille un petit peu en amont par rapport à la sortie d'un bouquin et qu'on va dire on le découvre avant la publication en librairie, on a des échanges avec les autres éditeurs et éditrices sur les points sur lesquels on a accroché, les points où on suppute quelque chose. Alors en général, quand je suppute quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est faux, donc en général je me tais. Mais ça permet effectivement d'avoir des échanges, et il y a pas mal de pauses déjeuner où en fait on parle que de One Piece. C'est totalement content. Voilà. J'ai vu une petite question passer qui est en vrai assez importante, parce que tes responsabilités chez Glénat, tes goûts ont une importance. Ouais.
qu'est-ce que t'aimes, toi? Comment un peu ton rapport au manga, tes titres phares, un peu les trucs. Alors, mon rapport au manga, donc ça fait effectivement ça fait 22 ans maintenant que je suis éditeur de manga, et puis on va dire à peu près 25 ans que j'en lis. Et comme j'en lis, on va dire à peu près entre 140 et 150 par an. Tout simplement parce que je les édite, ça permet de voir beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on lit autant de mangas, à un moment, en fait, on voit les schémas narratifs qui se mettent en place. Et du coup, on peut avoir, on va dire, un œil beaucoup plus acéré. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'on pourrait dire si t'as lu plein de mangas, c'est bon, t'es blasé. Ben non, parce qu'en fait, justement, le jour où vous avez un titre qui parvient à vous surprendre parce que vous ne vous attendiez pas à un retournement de situation, parce que tel personnage, vous ne l'aviez absolument pas à venir, etc. C'est vraiment une bouffée d'oxygène. Et en fait, finalement, c'est ce genre d'ouvrage, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Après, la question, quels sont les cycles que j'aime? Moi, je dirais, je cite 3 titres en général. Donc, pour le catalogue Glénat, bien évidemment, dans un premier temps, il y a One Piece. Alors, vous allez voir, c'est des trucs totalement différents. Donc, dans un premier temps, il y a One Piece. Dans un deuxième temps, il y a Altaïr. Qui est parce qu'en fait, moi, je trouve que, je trouve qu'Altaïr, comme je dis souvent, c'est Game of Thrones, mais en Turquie, et sans la dimension graveleuse. Et du coup, à chaque fois qu'on me dit, il y a un tome à corriger, j'ai pas l'impression que c'est du boulot, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est du plaisir. Et, le troisième cycle que j'ai vraiment beaucoup aimé éditer, c'est l'Académie Alice, parce que justement, il y avait un petit côté Harry Potter. Et si les premiers volumes étaient un peu shoujo, en mode, ouais, on est dans une école et puis on fait un festival ceci, un festival cela. En fait, il y avait une très grosse structure narrative en arrière-plan sur des complots, des enjeux politiques, etc., sur le passé, sur des prises de pouvoir. Et moi, j'ai adoré lire toute cette partie parce que je fais, ok, on peut faire un shoujo qui s'adresse à un lectorat, on va dire, relativement jeune, et en même temps traiter une histoire avec beaucoup plus de rebondissements. Ok, en plus, tu parles de shoujo, actuellement, il y a la collection Shoujo Plus qui a commencé récemment chez Glénat, qu'on vous recommande vivement. Exactement. D'autres questions? Allez, Calxis qui spam depuis tout à l'heure sur le spin-off de Kenshin Hokkaido. Est-ce que c'est prévu chez Glénat? Pour le moment, il n'y a pas de titre de prévu autour de Kenshin. Voilà, t'as ta réponse. Aussi dans le chat, si une réimpression de Dream Team est prévue. Alors, des réimpressions de Dream Team, oui, sont prévues. Alors, j'ai pas la date, bien évidemment. La particularité, c'est qu'en fait, bien évidemment, quand vous réimprimez un titre, vous le réimprimez en fonction du nombre d'exemplaires que vous allez vendre. Pour la bonne et simple raison que sinon vous les stockez, et donc si vous stockez trop d'exemplaires, le distributeur vous les facture. Et donc en fait, du coup, la particularité de Dream Team, c'est que ça fait partie des titres qu'on appelle les petits tirages, donc on doit faire, on va dire, des petites quantités, et mécaniquement, si on dit qui dit petit tirage, dit qu'en fait on peut pas avoir d'économie d'échelle. C'est-à-dire que quand on imprime à peine quelques milliers d'exemplaires, donc en fait les petits tirages, justement, on attend plutôt de les grouper, et donc on fait plutôt des saisons presque. J'allais dire des vagues, mais on peut presque employer le terme de saison, où on a tout un lot de petites réimpressions, et c'est à ce moment-là qu'on glisse des titres comme ça. Ok, très bien. Il y a Jairo qui demande une question, je pense qu'on vous l'a posée 100 fois, et je connais déjà la réponse aussi, mais bon, faut le dire une bonne fois pour toutes. Les vivre cartes dans One Piece, est-ce que ça sortira en France et pourquoi ça sortira pas? Alors, les vivres cartes dans One Piece. La question s'est posée en fait. Quand on a reçu les vivres cartes, ce qu'il faut bien voir, c'est que les vivres cartes au Japon, elles utilisent un système de commercialisation et distribution qui est plus proche de la presse, des magazines. C'est-à-dire que vous avez des sortes, on va dire, de boosters à collectionner pour mettre dans votre classeur. Et ce principe justement de booster à collectionner est un principe qui est extrêmement pertinent dans la presse, mais nettement moins dans la librairie, puisque même si on sait qu'un manga, quand vous achetez les 70 volumes, vous les collectionnez aussi, vous n'avez pas forcément ce principe de booster. Après, quand on était au Japon en 2019, à l'occasion des 50 ans de Glénat Manga, on était avec justement une quarantaine de libraires, et justement, nous, on a profité d'être avec les libraires pour avoir leur avis sur les vivres cartes, sur justement, est-ce que c'était pertinent, parce que nous avions notre point de vue d'éditeur, mais ça se trouve, en fait, les libraires nous auront dit, non, il faut à tout prix les faire, etc. Et en fait, il s'avère que
les libraires nous ont conforté dans cet avis, dans le fait que non, les vivre cards en tant que telles qu'elles étaient conçues actuellement au Japon, donc sous forme, on va dire, de boosters collectionnables, c'était un support qui, même si bien évidemment on sait qu'on a des fans qui le demandent, c'était un support qui du coup ne trouvera pas forcément sa place en librairie. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne prévoyons pas de faire les vivre cards dans les médias. Très très bien. C'est particulier comme truc. Hein. C'est comme un livre en booster, c'est étrange. C'est ça. Et en plus, c'est avec un classeur, donc t'as même pas la dimension, on va dire, beau livre, entre guillemets. Donc c'est vraiment, enfin, j'entends tout à fait la pertinence, on va dire, en termes de booster, genre, je veux telle équipe, je veux telle équipe, je veux telle équipe. Mais c'est pas du tout on va dire, un usage auquel on est vraiment rodé en France. Je vais poser une petite question pour moi. Vous savez quoi? Parce que le chat, je passe en priorité. Bon, alors, je suis un très grand fan et je suis pas le seul dans l'équipe. Je pense qu'on est une très grande majorité très fan de Dragon Ball. Il y a le super. Vous l'appelez comment du coup en français? Le super livre de Dragon Ball. Super livre de Dragon Ball. Les Daisenshu qui sont enfin édités en France. Chosenshu. Les Chosenshu. En fait, les Daisenshu, c'est les grands livres. Et Chosenshu, c'est les super livres. Ça regroupe avec plus de choses à l'intérieur. Notamment l'après Dragon Ball, les Komajin, etc. Tout ce qui suit. On a actuellement du coup Dragon Ball Super qui est toujours en cours chez Glénat. On a Dragon Ball SD qui continue actuellement chez Glénat aussi. Est-ce qu'une Dragon Ball Full Color qui existe au Japon déjà, est-ce que ce serait possible de le voir ça arriver en France un jour? Alors, sauf erreur de ma part, je crois que la Dragon Ball Full Color à la base, elle avait été développée pour le marché du numérique. Avant ensuite éventuellement de paraître en version papier. En fait, au niveau de la Dragon Ball Full Color, nous ce qu'on avait constaté de la part des libraires, c'est qu'il y avait entre guillemets une sorte de ras-le-bol autour de Dragon Ball. Parce qu'il y avait effectivement plusieurs... Là encore, je parle du point de vue du libraire. Parce qu'effectivement, il y avait une édition, puis l'édition double, puis l'édition sans japonais, puis l'édition perfecte, etc. Et effectivement, à un moment, ils avaient un peu... les libraires estimaient qu'il y avait, on va dire... En fait, on s'y perdait tout simplement dans la proposition éditoriale Dragon Ball. Donc c'est pour ça que pour le moment, nous ne prévoyons, j'insiste sur le pour le moment parce que je veux dire, ça se trouve dans un an et demi, il y aura un super phénomène extraordinaire et puis on dira bah oui, on va la sortir. Mais pour le moment, nous ne prévoyons pas de la Dragon Ball Full Color justement parce que d'abord on a Dragon Ball Super qui se poursuit et que comme on a la Dragon Ball Perfect Edition, sortir la version couleur, ça amènerait en fait les gens à se poser des questions. C'est quelle est la mieux? Est-ce que je veux une édition couleur? C'est toujours un petit peu délicat. Donc pour le moment, on ne prévoit pas la full color. Voilà. Même si je reconnais qu'elle est belle. Dragon Ball Super, c'est les problèmes, je l'ai toujours dit. Merci. Voilà. Il recommence. Une question de Kiyama dans le chat qui n'en peut plus. Ça fait 5 fois qu'il la pose. Et je le demande pas parce que tu spams, mais parce que j'aime bien le manga. Hokkaido Gals qui publie dans le Shonen Jump, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu l'as lu peut-être? T'en as entendu parler? Des bruits peut-être? Quelque chose? Alors moi non parce qu'en fait je suis donc mon poste c'est responsable éditorial et pas directeur éditorial ou directrice éditoriale. C'est-à-dire qu'en fait mon rôle c'est d'assurer ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire l'adaptation pour le lectorat francophone d'un titre dont nous avons acquis les droits. Mais alors bien évidemment on est consulté quand notre directrice éditoriale a repéré des titres, etc. Mais voilà, je ne lis pas le Jump et donc de ce fait, ce titre-là, comme je lis rien, je lis pas celui-ci non plus. Alors juste avant que j'oublie, parce qu'on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission avant que tu arrives, c'est par rapport à la Perfect Edition de Evangelion qui du coup va sortir, non j'ai dit Evangelion, qui arrive du coup très bientôt chez Glénat. Peut-être pas si bientôt que ça, parce qu'on a appris cette semaine que c'était repoussé. On sait pourquoi disons que en fait on attend tout simplement de pouvoir récupérer le matériel tout simplement et que tant qu'on n'a pas le matériel on peut pas se lancer dans la production. Donc à un moment soit on se dit ouais on y croit et puis finalement ça s'est pas fait. Là on préfère justement être assurer nos arrières. On vous annonce que c'est repoussé plutôt que genre la pression monte entre guillemets chez vous en comptant les jours et que genre juste un mois avant vous dites ah non désolé on n'a pas le matos. On préfère prudence et mère de sûreté. On préfère dire voilà, comme pour le moment on n'a pas encore le matériel et qu'on est dans des délais on va dire normaux, on n'est pas dans des délais serrés mais on est dans des délais normaux, on préfère surtout pour une nouvelle édition et pour un titre aussi emblématique qu'Evangelion dire non. Pour le moment, on le repousse. Et effectivement, une fois qu'on aura le matériel, qu'on aura une meilleure visibilité, là, on pourra le remettre au planning.
Bah, écoute, la réponse me convient, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y a Sajal Le Lion qui demande dans le chat, et je vais peut-être aussi t'aider à. Enfin, tu vas pouvoir répondre assez facilement, je pense, parce que vous avez annoncé pas mal de nouveautés pour 2021. Et justement, la question, c'est quelles sont ces grosses annonces? Je pense à Shangri-La Frontière, qui est un des gros titres de cette année. Bien sûr. Alors pour 2021, on a effectivement pas mal de nouveautés là qui vont arriver relativement bientôt. On a Pour le pire qui sort en mars, qui est un manga, on va dire, au croisement de Mindhunter et puis d'Esprit criminel. Donc vous avez justement je dirais quelqu'un qui est un assistant social qui décide d'enquêter sur une tueuse en série en prison et pour réussir à rentrer dans sa tête et à comprendre ce qui s'est passé, il trouve rien de mieux que de lui proposer le mariage. Voilà. Donc à partir de là, vous avez tout un jeu. Donc on a ça qui sort. On a bien évidemment donc qui sort en avril, si je me souviens bien, le Dr Stone Reboot Byakuya, qui est un one shot de Boichi sur l'univers de Dr Stone. C'est un one shot. Franchement, c'est une pépite. Moi, j'ai eu le cœur serré à la fin. Je vais arrêter de lire le manga pour ce soir. Je veux vraiment profiter de ce que j'ai. On a qui arrive donc en mai, si je me souviens bien, Terrarium. Donc Terrarium, c'est un petit coup de cœur des libraires. Voilà. On avait eu donc justement, je parlais tout à l'heure des libraires qui étaient avec nous au Japon, et Terrarium, en fait, pour la petite histoire, en fait, c'était un titre qui était mis en avant par les librairies japonaises. C'était un petit éditeur, et il était mis en avant sur les comptoirs, et du coup, on s'est posé la question, et les libraires qui étaient avec nous se sont emparés aussi de l'objet, parce que c'était un livre extrêmement bien dessiné, extrêmement mignon, avec une histoire de science-fiction post-apo, des robots et tout. Voilà. Donc ça, on a ça qui sort en mai. On a bien évidemment, comme tu l'as dit, Shangri-La Frontière qui lui sortira pour septembre, donc pour plus longtemps. On a je fais un rewind. Nous avons une nouvelle édition de L'École emportée qui arrive en juillet. Oui, ça oui. Donc en format 130-180, donc format Ranma, format Berserk avec la même pagination, 6 éditions. Voilà. Nous avons également donc là, du coup je repars. Nous avons pour fin d'année, je crois septembre. Voilà. Nous avons la nouvelle édition de Mermaid Scar. Ça aussi. Voilà. Voilà. Donc, nous ferons en 2 volumes. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a 3 volumes. Les 3 volumes seront bien présents en français, mais en 2 volumes simplement. Voilà. Parce que quand on avait fait l'annonce, on avait des personnes qui faisaient « Ah, vous faites que 2 volumes, pas 3 ». Non, il y aura bien les 3, mais c'est juste qu'en fait, on les réunit simplement en deux sites. Mais le reste, c'est Rumiko Takahashi. Pour ceux qui du Rumiko Takahashi. Et enfin, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, donc pour la fin d'année, le super livre de Dragon Ball, donc le tome 1, puisqu'il y en a 4 et que les autres paraîtront au fil du temps l'année d'après. Il y a Jigito qui demande une date peut-être pour le tome 3 de Wind Fighters. Alors, le tome 3 de Wind Fighters, si je me souviens bien, je crois qu'il sort en mai. Donc, puisque l'auteur est dessus, justement, je travaillais avec Christophe très régulièrement. Donc, son storyboard est bien évidemment tombé. Il avance comme un fou sur les planches. Donc voilà. Donc il était prévu, je crois, pour début avril. Et je crois qu'il a été repoussé à fin mai parce que même s'il avance, en fait, la particularité des auteurs, c'est que plus ils dessinent, plus ils progressent. Et donc plus ils progressent, plus ils mettent de détails, mais plus ça prend de temps. Donc en fait, on n'est pas là pour dire à un auteur, s'il te plaît, bâcle-moi ça pour que ça sorte à l'heure. Christophe, qu'on embrasse bien sûr, qui était déjà passé dans une émission. La rediffusion est disponible sur YouTube si vous la regardez. Écoutez les amis, je pense qu'on va pouvoir conclure l'émission. Il est déjà 23h, décidément. Le temps passe si vite. Du coup, Burn the Witch, c'est disponible, on rappelle. C'est le grand retour de Taito Kubo, excusez-moi. Un retour réussi, on en a parlé pendant toute l'émission. La rediffusion sera disponible au cours de la semaine, à très bientôt sur YouTube. Donc peut-être que vous nous regardez sur YouTube d'ailleurs. Un gros bisou à vous tous. Abonnez-vous. On n'y est pas assez. Laissez un commentaire. En tout cas, on remercie Benoît qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On espère que tu repasseras un jour, il n'y a pas de souci, tu repasseras avec plaisir. Merci. Dans The Witch. Un jour peut-être. Vite. J'espère avant quand même, merci à tous dans le chat de nous avoir écoutés ce soir. On vous souhaite du coup demain Team Mangaka, très important, Team Mangaka spécial Webtoon avec des invités de marque et au cours de la semaine plein de lives divers et variés, donc ça va être cool. On vous souhaite du coup une bonne soirée, une très bonne semaine et à très bientôt les gars. Ciao. Bisous tout le monde. Ciao la team.
Thank you.